Je m'appelle Stéphane Alix, je suis journaliste d'investigation depuis plus de 20 ans. Au cours de mes différents voyages, je me suis rendu compte, année après année, qu'un très grand nombre de gens vivaient des expériences extraordinaires. Des sujets sensibles qualifiés un peu vite de phénomènes surnaturels. Ces sujets méritent d'être traités avec sérieux, c'est pourquoi j'ai décidé de mener l'enquête, une enquête aujourd'hui dédiée aux communications avec l'au-delà. La mort, c'est ça. Un corps inerte et froid. Au Népal, on brûle le corps des morts parce que l'on considère que ce n'est plus qu'une enveloppe vide. Mais où que l'on soit dans le monde, quelles que soient nos croyances, reste la grande question de l'humanité. Que se passe-t-il après la mort? Est-ce que quelque chose de nous survit? Une forme de conscience, ce que l'on appellerait l'âme? Une grande majorité des personnes croient en une vie après la mort. Mais scientifiquement, comment peut-on savoir? Est-il seulement possible d'obtenir une réponse à cette question? Des hommes et des femmes disent communiquer avec l'esprit de personnes défuntes. Il s'agit des médiums. Certains exercent ce métier officiellement et ont pignon sur rue. L'un d'entre eux s'appelle Henri Vigneault. Il habite à Paris. Je décide de le rencontrer. Henri, vous pouvez me raconter comment vous avez découvert, vous aviez des perceptions? La première fois, c'est quand j'avais 7 ans enfant, où mes parents habitaient une ancienne ferme. Nous habitions une ancienne ferme rénovée. Et puis, j'ai commencé à voir depuis ma chambre, depuis mon petit lit, je pouvais voir le côté cuisine, la porte. Et de l'autre côté de la porte, côté cuisine, j'ai commencé à voir l'apparition d'un pendu qui était là. De façon récurrente, puisque je dormais avec un drap sur la tête, tellement j'avais peur. Je regardais par un petit trou. Et puis, c'est terrifiant quand on est enfant, bien sûr. Et bien sûr, j'en ai parlé à mes sœurs, parents, et on a cru que c'était l'imagination de l'enfant. Et puis, à force de dire que je voyais ça, ils ont pris des renseignements, et ils ont appris que c'était l'ancien propriétaire qui s'était pendu, à cet endroit-là, précisément. Alors, concrètement, comment ça se passe quand vous recevez quelqu'un? Qu'est-ce que vous percevez? Qu'est-ce que vous voyez? Des voluptes, un peu comme des masses de fumée, on va dire, mais qui ont une densité quand même, avec une forme, voilà. Et qui est plus ou moins dense en translucidement, ou de façon plus compacte, on va dire, voilà, pareil. Et puis, ça se manifeste comme ça, avec des mouvements, parfois des sourires, parfois des visages étonnés, voilà. C'était un peu cet ensemble de perceptions que je pouvais avoir, qui peut m'arriver encore aujourd'hui, du reste, au niveau de l'apparition, quand ça se produit, bien sûr. C'est pas systématique. Le fait est qu'un jour... Les perceptions dont parle Henri Vigneault sont-elles réelles? Peut-il vraiment parler avec les morts? Pour nous, il va tenter d'entrer en contact avec une personne décédée. Il y a 7 ans, Hubert a perdu son meilleur ami, Xavier. Il rencontre le médium pour la première fois. J'ai demandé à Hubert de ne donner aucun détail et seulement une photo de son ami défunt. Le médium ne connaît donc rien d'Hubert et rien des circonstances du décès de Xavier, pas même son nom. Xavier était grand reporter. Son métier l'amenait à voyager vers des destinations lointaines. L'été 2003, il fait le tour de Corse en Zodiac avec sa famille et des amis. Ces images sont les dernières qu'il a tournées. Un jour où il pêche avec sa femme et son fils, depuis son bateau, un hors-bord qui ne respecte pas les distances de sécurité les percute violemment. Xavier est happé par l'hélice et sa tête est touchée. Il décède instantanément sous les yeux de ses proches. C'est étrange pour moi, mais moi je vais vous répéter ce que je vais vous dire, ce que j'ai entendu. Il me fait comprendre qu'il se considérait un petit peu comme un aventurier. Ça vous parle, ça? Ah oui, oui. Voilà. Il me dit ça, je me considérais un peu comme un aventurier. Il me dit à l'oreille, j'aimais voyager. Là, j'entends ça. Donc il a dû aimer ça, je pense à une époque, je pense, de son vivant. Parce qu'il me dit, j'aimais voyager. Mais quand il dit voyage, c'est l'étranger, c'est pas que la France. Vraiment, j'avais besoin de ça pour me renouveler. Voilà ce qu'il me dit.
Il m'entraîne beaucoup dans des pays chauds, c'est curieux. Il était allé souvent dans des pays chauds. Oui, c'était des destinations. Ouais. Très très chaud, parce que j'ai vraiment la sensation de chaleur qu'il m'envoie, vous voyez, de pays chauds, très chauds, voilà. Il montre beaucoup des endroits avec des îles, vous comprenez ça? Oui. Parce qu'il montre beaucoup les îles, avec une insistance, pour me faire comprendre quelque chose d'important pour lui. C'est curieux ce que je vais vous dire. Il m'entraîne dans une région de bord de mer, je ne sais pas où, avec insistance. Je ne sais pas si ça peut vous évoquer quelque chose, mais un endroit où il y a un phare. Oui. Je ne sais pas pourquoi, je suis projeté vraiment devant la place des Invalides à Paris, et je vois le tombeau de Napoléon devant moi aussi en flash, et comme s'il y avait un rapport. Vous avez des amis là, c'est des coins particuliers, c'est quoi? Alors, est-ce que les Invalides me parlent? C'est curieux, je suis vraiment autour des Invalides et Napoléon, tout ça, c'est curieux. Ou c'est lié à lui, faisant référence peut-être à la Corse. Oui, voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une raison dans l'image de l'au-delà. La Corse. La Corse, c'est ça? Alors, c'est pour ça. Il est vrai que Xavier partait très souvent à l'étranger et que son dernier voyage s'est déroulé en Corse. Il est curieux que ce dernier point soit apparu au médium sous une forme de rébus, que lui seul a pu démêler. Mais va-t-il trouver les circonstances de la mort de Xavier? Un hors-bord qui n'a pas respecté les distances de sécurité, la tête heurtée par l'hélice et la présence de ses proches autour de lui sans que personne d'autre ne soit tué. Après, j'ai des images, mais confuses, mais c'est pas très précis. D'un départ brutal, accidentel, brutal, quelque chose de violent. J'entends parler de choc, vous voyez? Vous comprenez ça? Il me parle complètement. Il me parle de choc. J'entends ça à l'oreille, choc. Il me dit ça et il me fait comprendre qu'il a été surpris par la mort, par un accident, vous voyez? De façon violente et brutale. Et il me dit le mot choc en clairaudience, et ensuite j'entends comme un brouhaha de bruit violent, vous voyez? Je m'excuse de parler comme je vais parler maintenant, mais là il est en train de me montrer du sang, vous voyez? Ça vous parle ça? Complètement. Parce qu'il montre plein de sang, c'est ce qu'il me montre au niveau des images pour que je comprenne tout ça. Je sens toute la sphère de la tête toucher en même temps, vous voyez? Il me donne des chocs énergétiques là. C'est comme s'il était en déplacement, vous voyez? Comme s'il était en voyage, en déplacement au niveau de ce départ. C'est ce qui s'est passé. Voilà. Et mais je vois du monde autour de lui. J'ai pas l'impression qu'il était seul dans ce départ terrestre, vous voyez? Non. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens autour de lui, beaucoup de monde. Parce que j'entends des bruits de voix, de brouhaha plutôt, de voix, de beaucoup de monde, comme des gens affolés, en fait, autour de lui. Maintenant, honnêtement, sincèrement, je n'ai pas capté d'autres défunts. Vous voyez? Et après, il parlait de sécurité, d'un problème de la sécurité dont lui n'était pas responsable. Non, c'est un problème de sécurité qui l'a violemment fait partir. Certaines circonstances du décès ayant été décrites par le médium, Hubert s'autorise à donner quelques détails. Par rapport à cette sécurité où il y avait un problème, c'était quoi en fait? Un bateau qui faisait du ski nautique en fait, qui lui est rentré dedans et qui était à moins de 300 mètres. D'accord. Okay. Il a été touché, il est parti par une blessure violente au visage et qui a été la cause de son décès. Oui. D'accord. C'est uniquement cette partie-là du corps qui a été touchée principalement, c'est ça. C'est ce qu'il a évoqué tout à l'heure en le faisant bien comprendre. Tout à fait. Oui. Henri Vigneault n'a pas parlé de bateau ni d'hélice, mais il a décrit quelques-unes des circonstances de la mort de Xavier. L'accident, un choc brutal à la tête, un problème de sécurité et la présence de nombreux témoins. Le médium prétend recevoir les informations directement du défunt, un défunt qui serait présent à nos côtés. Ce qu'Henri prétend faire est incroyable, et pour Hubert aussi, le mystère reste entier. Qu'est-ce que vous en avez pensé alors de cette consultation? Après, on a toujours ses convictions et de se dire, voilà, il y a quand même une certaine peur. On part quand même dans un univers complètement inconnu. La mort est un sujet tellement tabou que...
Donc, est-ce qu'on se dit, est-ce qu'on va se retrouver face à lui? Et en fait, l'expérience est quand même très riche. Voilà, avec le recul, maintenant. N'étant pas croyant, je ne crois pas spécialement à l'au-delà, donc je suis quand même face à quelque chose qui est assez révélateur de quelque chose qui peut exister maintenant à côté. Alors vous pensez qu'il les a obtenus de qui, ces informations? Cette photo, est-ce que... Bon, il savait que cette personne était partie. Maintenant... Alors là, c'est l'inconnu. C'est complètement... Le médium Henri Vigneault nous a donné des informations sur un défunt. Informations qu'il ne possédait pas 1 heure plus tôt. Comment a-t-il fait? Où capte-t-il ces informations? Je décide de le retrouver. Henri, comment vous êtes sûr que ce qui vous vient à l'esprit, c'est pas en fait vous qui êtes en train d'imaginer quelque chose? C'est dans la vérification avec l'autre qu'on va savoir si on est vraiment dans la divagation mentale. Est-ce qu'il y a un événement ou quelque chose qui, vous, un jour de votre vie, vous a convaincu que vous étiez face à des défunts? Déjà par le fait d'être dérangé par eux, déjà. Oui, dérangé. Parce que il y a des manifestations qui sont vraiment diverses. Voilà. Je déteste être touché par un esprit, ça c'est une chose que je ne supporte pas. Il y a plein de gens qui me disent, ceux qui croient, on va dire, hein, qui aimeraient avoir un contact, qui me disent « mais j'aimerais avoir une manifestation ». Oui, mais je peux vous dire que j'ai combien de fois eu peur des manifestations des esprits. Et je ne les recherche pas du tout, mais pas du tout. Vous voyez ? Mais par contre, ce qui est antinomique par rapport à ce que je viens de dire, c'est que quand il ne se passe plus rien, je suis en manque. Par habitude, en fait, parce que j'ai grandi avec. C'est comme si vous... Imaginons que quelqu'un qui a le don de la voix, qui est chanteur, à qui on coupe la voix, il est en manque, justement, de son instrument. Ben, moi, c'est pareil. Je suis en manque de... J'ai une carence parce que je vis avec ça. Il a expliqué rationnellement. Face à un deuil, nous sommes fragiles et sans doute prêts à nous satisfaire de peu. Il paraît même que cela peut devenir une addiction. Voir des médiums pour maintenir un lien avec le défunt, au point d'empêcher que le deuil se fasse. Une chose est sûre, les médiums obtiennent des informations exactes sur des personnes décédées, et je ne sais pas comment. Déduisent-ils ces informations à partir des photos? Sont-ils capables de lire dans le cerveau des personnes venues les consulter, comme une forme de télépathie? Ou y a-t-il un réel contact avec les défunts? Je me rends aux États-Unis afin de rencontrer Julie Betchel, chercheur qui étudie les capacités des médiums au sein du Windbridge Institute. Son métier? Tester les médiums dans des protocoles rigoureux. Leur objectif? Vérifier toutes les explications rationnelles. Ici, la science se penche sérieusement sur la possibilité d'une vie après la mort. Quels sont les objectifs scientifiques de ces études? Pour travailler de manière scientifique, nous devons partir d'une observation. L'observation ici est la suivante. Des personnes disent être des médiums et prétendent communiquer avec les défunts. Eh bien, dans ce cas, nous écoutons ce qu'ils disent, puis nous vérifions si ces choses sont vraies. Si ce qu'ils rapportent est vrai, nous cherchons alors des explications sur la manière dont ils peuvent avoir obtenu ces informations. Notre objectif est d'examiner toutes les pistes qui permettraient de démontrer que les médiums ne communiquent pas vraiment avec des défunts. La première chose que nous contrôlons est la fraude ou la supercherie. Dans ce cas, le médium aurait obtenu des informations concernant la personne avant la séance. Il a utilisé un détective privé. Il a cherché des informations sur Internet. Ce genre de choses. Pour empêcher cela, dans notre protocole d'étude, nous ne donnons au médium que le prénom du défunt. Le deuxième point est d'empêcher la lecture à froid, un outil psychologique avec lequel le médium se sert des attitudes et des réactions de la personne assise en face de lui pour fabriquer des informations qui paraîtront exactes lors de la séance. Pour éviter cela, le médium ne reçoit aucune information, aucun retour pendant notre séance d'étude. Une autre critique porte sur le fait que l'information fournie par le médium
serait tellement vague qu'elle pourrait concerner n'importe qui. Pour éviter cela, nous posons 4 questions précises au médium. Nous lui demandons de fournir une description physique du défunt, des informations sur sa personnalité, sur ses passe-temps et sur la cause de son décès. Le protocole de Julie Betchel est connu. Il a fait l'objet de publications scientifiques. Quelques semaines avant de la rencontrer, j'ai testé des médiums en m'inspirant de ce protocole. Mais je suis allé encore plus loin. Dans mon protocole, les médiums n'ont eu aucune information, ni nom, ni prénom, ni photo, ni réponse du témoin. Ils ont travaillé en aveugle total. J'ai placé mon témoin derrière un paravent. Ainsi, le médium ne savait pas s'il s'agissait d'un homme ou d'une femme. Il ne connaissait pas son âge, ni son histoire. 4 médiums ont accepté de participer à cette expérience. Ils sont intervenus les uns après les autres, sans se croiser. Christian a perdu 3 personnes de sa famille. Sa mère, morte à 69 ans d'un cancer avec complications respiratoires. Son grand-père, Jean, mort à l'âge de 65 ans. Et son fils, de 16 ans, Antoine, mort lors d'un accident. Les médiums vont-ils entrer en contact avec l'un d'eux? Il me semble que je vois une femme. Cette douleur au niveau du cœur, c'est étouffant. C'est comme si on m'écrasait la cage thoracique. Je ressens surtout une présence, mais qui est très très puissante. Je pense que c'est par rapport au défunt. Et elle me tétanise sur la chaise, elle est là, oui, oui. Elle m'a fait voir tout à l'heure, il y avait comme un grand plan d'eau tout autour d'elle. Et elle tourbillonnait au-dessus de l'eau. Et elle me faisait voir toute cette immensité. Je ne sais pas pourquoi, mais je vois un homme, on dirait un père qui est parti. J'ai l'impression que c'est cela. Parce qu'il a une énergie un peu patriarcale au niveau de sa manifestation. Le front dégagé. Et il a ce côté très très fort en densité. Je vois la lettre G qui apparaît dans le monde des esprits ou dans le monde des vivants, ça je ne saurais dire. Mais ça s'inscrit devant moi. L'initiale G comme initiale d'un prénom, d'un nom de famille. On m'évoque des images de quelqu'un qui a remporté à une époque ou des compétitions, ou des concours de quelque chose, avec des coupes de quelque chose, de récompenses, quoi, je dirais, oui, des coupes de quelque chose, je sais pas, ça ressemble à ça. Ou ça fait allusion à cela, en tous les cas. Il y a le prénom qui est un peu banal de Jean également. C'est très bien que les médiums n'aient reçu aucune information, aucun retour de la part du témoin. Ils ne peuvent compter que sur ce qu'ils reçoivent, personne ne les guide, c'est vraiment très bien. Vous avez ainsi définitivement éliminé la possibilité de fraude, car le médium et le témoin ne communiquent pas entre eux. On a l'impression que je reviens sur l'idée du départ, d'un départ assez rapide et qui a laissé tout le monde un peu dans un grand désarroi. Parmi les défunts proches de Christian, le témoin, il y a avant tout son fils, Antoine, décédé lors d'un accident. On a l'impression que c'est quelqu'un qui a une courte vie. J'aurais tendance à dire que c'est un garçon. Et il y a quelque chose de très soudé autour de lui. Aïe. J'ai eu un coup à la tête.
Lorsque la personne est partie, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de maladie. Je crois que ce serait plutôt comme un accident ou avec l'idée de la brutalité. Ça revient. C'est assez rapide hein, et je ne sais pas s'il s'en est rendu compte. Par contre, alors je ne sais pas d'où ça sort. Il y a un grand-père qui a l'air d'être quelqu'un d'assez délicieux, un monsieur gentil comme tout, qui bricole beaucoup, qui jardine beaucoup, qui pourrait même créer des jouets ou des choses comme ça pour les enfants, enfin pour un enfant. On pourrait l'appeler le petit père Jean ou quelque chose comme ça. Un homme dégarni. Un homme dégarni, il n'est pas vieux, soixantaine d'années. Il y a une femme, les cheveux clairs aussi, les cheveux très blancs. Il y a un enfant. Il y a un enfant là. Est-ce que tu veux? J'ai un enfant. Se pourrait-il que le médium croit qu'il communique avec le défunt, mais qu'en réalité il reçoive les informations de la personne de façon psychique, par télépathie par exemple, sans qu'il le sache lui-même, hein, de façon inconsciente? Ce que je peux dire, c'est que les médiums ont l'expérience de leur capacité psychique et savent quand ils obtiennent des informations portant sur des personnes vivantes et quand cela provient des personnes décédées. Ils ressentent que l'information qu'ils reçoivent des défunts est très différente. Elle ressemble alors à une forme de communication. Nous leur avons demandé de décrire la différence. Un médium nous a dit que la télépathie ressemble à la lecture d'un livre, alors qu'une communication avec un défunt est comme regarder une scène. Les deux sont très différents. Il y a une femme. Cette femme avec des cheveux blancs, très blancs. Une transparence, comme si elle portait une tenue, comme si on était à l'hôpital, une tenue transparente. Tiens un enfant par la main. Très jeune. Encore cet enfant qui m'appelle. J'ai un enfant qui m'appelle. Il est châtain. Un accident. Un accident. C'est pas grave. Et j'entends un enfant. Mais il y a une femme qui essaie de m'empêcher de voir cet enfant. Une femme âgée, qui est plus là, qui est forcément de l'autre côté. Elle a essayé de me prendre le bras, pour m'empêcher de le voir. Et j'entends la résonance. Jean. Sur les 4 médiums, il y a eu quand même la présence que moi je pourrais rapprocher de la présence de ma mère, qui serait assez conforme aux descriptions données, c'est-à-dire une femme blonde, souvent habillée de blanc, qui est décédée du cancer. Ça a duré longtemps, bien sûr dans un hôpital. Jolie femme, et donc c'était systématique. Ça m'a assez étonné parce que... Les 4 en ont parlé. Les 4 en ont parlé et on sentait vraiment... ce qui était très étonnant, c'est que ma mère n'était pas quelqu'un qui parlait. Et quand on a su qu'elle allait décéder suite à la maladie qu'elle avait, suite à sa maladie, on savait qu'elle était en demande, mais bon, rien ne s'est fait. Donc elle est partie avec, et nous aussi, avec un manque terrible de non-échange, en fait. C'est une femme qui est 60 ans, 70 ans dans ces eaux-là. Elle me tétanise sur la chaise, elle est là, oui. Il y a une personne, une femme en colère,
Elle est en colère. Elle a essayé de me prendre le bras, elle a essayé de... Il y a eu quand même trois autres faits qui ont été assez marquants. Mon grand-père Jean, qui a été cité 3 fois ou 4 fois même, je crois, par tous les médiums. Ils ont donné son prénom exact à chaque fois, d'un monsieur âgé. Il y a le prénom qui est un peu banal de Jean. On pourrait l'appeler le petit père Jean. J'entends la résonance. Jean. Et puis, la troisième personne était mon fils Antoine, dont le nom n'a pas été cité. La façon dont il est parti, la violence avec laquelle ça s'est fait. Accident. Ce serait plutôt comme un accident. Et l'enfant, on essaye de m'empêcher de savoir. Parce que moi, je croyais qu'il avait 8 ans au départ. Après, on me dit 16 ans. Après, enfin, on a essayé de me troubler. Ou alors il a failli mourir 2 fois, je ne sais pas. Mais j'ai peut-être pas su traduire ce qu'on m'envoyait. C'est possible, ça arrive. Et il a dit qu'il avait failli mourir à 8 ans et qu'il était mort à 16 ans. Et mon fils a failli se tuer en montant un escalier gigantesque par l'extérieur de la rambarde. Et je l'ai rattrapé in extremis à 8 mètres de haut. Sinon, il se serait tué sur les pierres qui étaient en bas. Et là, il avait 8 ans. Et il est décédé à l'âge de 16 ans. Donc ça collait parfaitement à ce qu'il a dit. Vous avez donc éliminé toutes les explications normales. Les médiums n'ont pas obtenu ces informations par des moyens connus. Pour expliquer ces résultats, il vous reste 2 possibilités. La première est la survie de la conscience, quelque chose survit après la mort physique, et le médium entre en communication avec ce quelque chose. La deuxième possibilité est qu'il s'agisse de télépathie ou d'une forme de voyance. Le médium obtient l'information en puisant dans la pensée du témoin. Si vous ne pouvez pas faire la différence entre télépathie et contact avec l'au-delà, au moins vous pouvez vous dire qu'il ne s'agit que de télépathie. Mais si vous y rajoutez les résultats de nos expériences, les évidences penchent vers une communication avec les défunts. Il ne resterait donc que 2 possibilités pour expliquer les résultats obtenus par les médiums. Soit la télépathie, soit une forme de communication avec les défunts. Mais peut-on vraiment parler avec les morts? Comment répondre avec certitude? Une question me vient aussitôt. Les médiums sont-ils les seuls à vivre ce genre d'expérience? Sont-ils des élus? Qu'en est-il des personnes comme vous et moi? Aux États-Unis, mais aussi un peu partout dans le monde, les infirmières qui travaillent en soins palliatifs auprès de personnes en fin de vie assistent régulièrement à des phénomènes inexpliqués. Un peu avant de mourir, les patients disent voir des personnes défuntes. Alors, hallucination ou vision réelle? Je décide de questionner le monde médical. Nous avions 2 patients dans des chambres contiguës, la 7 et la 8. Les lits étaient adossés au même mur. Nous savions que le monsieur était en train de mourir, mais nous ne pensions pas qu'il allait mourir cette nuit-là. Vers minuit ou 1h du matin, la patiente de la 7 a senti que le mur était très chaud. La dame de la chambre 7 a appelé les infirmières de nuit pour leur dire d'aller vérifier le patient de la 8. Elle pensait qu'il se passait quelque chose. Elle disait que son mur était brûlant. Et puis elle a vu quelque chose sortir du sol de sa chambre et sortir par la fenêtre, comme de la fumée qui serait sortie par la fenêtre. Nous sommes allés voir dans la chambre 8 et le monsieur venait de décéder. Comment a-t-elle pu savoir? Nous ne disons pas aux patients quand certains d'entre eux vont mourir. Alors, comment l'a-t-elle su? Je suis venue voir mon patient pour l'aider à se préparer pour la journée. Ce matin-là, il était déjà debout et parfaitement réveillé. Bien plus que les semaines précédentes où il déclinait. Mais ce jour-là, il était bien éveillé et presque euphorique. Je lui ai dit « Ça va, Dan? Pourquoi êtes-vous assis sur le canapé ?» Il m'a répondu « J'ai peur que vous me preniez pour un fou, mais je vois quelqu'un ici dans ma chambre. » « Qui voyez-vous ?» Il a dit « Ma femme, Pearl. » Je lui ai demandé « Quand est-elle décédée ?» Il m'a répondu « Il y a 2 ans. » « Avez-vous peur, Dan ?» Il a dit « Non. » « Où est-elle ?» Il a montré du doigt un coin dans la chambre et il a dit « Mais il y a quelqu'un d'autre. » J'ai dit « Qui ?» Il m'a dit « Elle a un bébé dans les bras. »
c'est votre petit-fils ou votre petite-fille ? J'ai mentionné quelques personnes. Et puis il a dit, non, en fait, nous avons perdu notre premier enfant. C'était un enfant de moins d'1 an, presque un nourrisson, et c'était clair qu'il voyait ces 2 personnes. Il semblait réconforté, il se sentait bien. Je me souviens qu'il est mort 2 ou 3 jours plus tard. Je suppose que votre première réaction est de penser que ces visions sont dues à de la confusion ou à autre chose de normalement explicable. Qu'est-ce qui vous a fait porter plus d'attention à ce genre d'expérience ? Personnellement, je crois ce qu'ils disent maintenant parce que je fais ce métier depuis très longtemps. Je crois que c'est assez normal de penser qu'il s'agit de confusion ou d'hallucination si c'est la première fois que vous êtes confronté à ce genre de choses. Par contre, quand vous voyez la même chose jour après jour et auprès de tellement de patients en fin de vie, vous ne pouvez pas toujours systématiquement l'attribuer à une forme d'hallucination. Mon côté scientifique me dit qu'une centaine de fois n'est plus une coïncidence. Cela ne peut pas arriver encore et encore, et puis être seulement considéré comme de la confusion ou de l'hallucination. Lorsqu'il s'agit vraiment d'hallucination, les personnes ne sont pas réconfortées, au contraire, elles sont terrifiées, ça leur fait peur. Par contre, dans le cas où elles parlent à des personnes que nous ne voyons pas, ça les remplit de paix, elles sont calmes et sereines. C'est réconfortant pour elles. Si j'ai bien compris, vous dites que si c'est le cerveau qui fabrique quelque chose, ou si c'est une hallucination, ça va générer de la peur et créer de la confusion. Et que ça, vous pourrez facilement déceler chez vos patients. Mais que lors de ces expériences de vision au moment du décès, c'est le contraire qui se produit. Il y a une paix, un réconfort. C'est bien ça ? La plupart du temps. La plupart du temps. Ce genre d'expérience dont nous parlons arrive la plupart du temps en fin de vie. Allez dans n'importe quelle maison de retraite au monde, en Angleterre, en France, en Chine, partout, et les gens vous parleront de ces mêmes expériences. Ce n'est pas un phénomène américain. Ces histoires de vision au moment du décès ne sont pas juste américaines. Des témoins en rapportent partout dans le monde. Et beaucoup plus souvent que je ne l'imaginais. Mais la plupart de ces témoins hésitent à se confier. En France, Raymond a vécu une expérience étrange avec sa mère alors qu'elle était à l'hôpital. Ma maman avait été hospitalisée, ça faisait déjà quelques semaines. Elle était relativement mal en point, 79 ans. Et j'allais la voir tous les jours, le soir, après le boulot. Et un soir, quand je suis arrivé, j'ouvre la porte, je rentre, je la vois comme d'habitude, couchée dans son lit. Mais cette fois, elle avait les yeux ouverts, contrairement aux autres fois où elle somnolait. Et elle avait un monologue, elle parlait. Alors je me suis dit, est-ce qu'elle me parle à moi ? Et c'est là que je me suis rendu compte que non, elle parlait avec... en regardant dans la direction d'un fauteuil qui était un peu sur sa gauche, et ce fauteuil était vide. Alors bien sûr, ça m'a surpris. Je me suis arrêté, je ne l'ai pas interrompu, et j'ai écouté un peu, quoi. Et c'est là que j'ai compris que ce n'était pas un monologue, mais pour elle, c'était vraiment un dialogue. Et elle posait des questions, elle attendait un peu, on lui répondait, a priori. Je voyais ça. Parce qu'elle souriait, parfois elle riait. Et il me semble aussi qu'on lui posait des questions à elle. Elle réfléchissait, elle répondait, elle acquiesçait, c'est-à-dire que c'était vraiment un échange qui se passait. Et arrivé à un certain moment, elle dit comme ça, voilà, je suis content que vous soyez venu, et parce que ça me fait plaisir à chaque fois quand je vous vois. Et c'est là, à ce moment-là, qu'elle regarde vers moi et qu'elle me dit « Tu ne salues pas ton oncle qui est en train de partir ». Et cet oncle était décédé depuis, je dirais, 3-4 ans à peu près, quoi. Alors pour vous, en arrivant dans cette chambre, la scène, ce dialogue était tellement réel que ça vous a même
presque imposé de ne pas l'interrompre. C'est ça qui est curieux. Quand j'ai vu ma mère, donc la sérénité et qu'elle avait l'air heureuse de dialoguer avec cette personne, alors que ça faisait quand même quelque temps qu'elle montrait plutôt des signes de lassitude, de dépression, disons. Alors je me suis dit non, je ne peux pas lui en parler, je ne veux pas casser, disons, cette sérénité, quoi. Dans toutes les semaines qui ont précédé son décès, à aucun moment votre maman n'aurait montré des signes de délire comme ça? C'était quelqu'un de très simple, hein, une personne vraiment simple, mais pas simple d'esprit, quoi, disons. Et à ce moment-là non plus, je n'ai pas jamais senti qu'elle devait avoir un problème qui aurait pu la faire délirer, quoi. Ces cas sont en réalité si nombreux que des études ont été menées, notamment par Maggie Callanan, une infirmière en soins palliatifs. Cette Américaine a regroupé des centaines de témoignages. Son étude fait aujourd'hui référence. La question centrale qui se pose ici est de savoir si l'on a affaire à une sorte de délire dû au grand âge ou à autre chose. Quelles sont les expériences que vous avez observées et que vous décrivez dans votre livre? Lorsque j'ai travaillé en maison de retraite, j'ai compris que ce phénomène ne concernait pas seulement les visions, mais était caractérisé par un état de conscience élargi. Nous avons donc utilisé le terme conscience au moment de la mort parce qu'il s'agit d'expériences assez proches des expériences de mort imminente. Les visions au moment du décès en font partie. Durant ces visions, les patients voient d'autres personnes, voient le futur, voient où ils iront après la mort. Ce genre de choses. Mais dans notre société qui veut tout expliquer, si des personnes mourantes voient d'autres personnes entrer dans leur chambre et qu'elles sont les seules à les voir, nous essayons de l'expliquer rationnellement en disant que c'est des hallucinations, de la confusion. Désorientés, oui, ils sont désorientés. Mais qu'est-ce qui vous fait penser qu'il s'agit d'autre chose? Parce que nous avons collecté de nombreuses histoires et que nous avons trouvé des similitudes. Au début, tout le monde pensait qu'ils étaient désorientés, peut-être à cause des médicaments, ou à cause de la maladie, ou à cause d'une insuffisance en oxygène dans le cerveau. Vous savez, le monde médical a beaucoup d'étiquettes. Une fois que vous mettez une étiquette sur quelque chose, vous avez le mode d'emploi. Les familles aussi utilisent des étiquettes. Ils disent « maman est folle »,« l'oncle Charlie perd la tête »,« il vit dans le passé ». Et ils essaient de convaincre la personne qu'il est dans cette réalité. Ils traitent la personne comme un enfant désorienté. Ils peuvent aussi s'éloigner. Dans les deux cas, personne n'écoute vraiment ce que disent ces personnes. Et j'ai rapidement la preuve que ce que racontent ces infirmières est très fréquent. Ma mère m'attend. L'autre jour, je me suis réveillée et j'ai entendu ma mère me dire « Il faut que tu viennes. Je t'attends. » George est avec moi aussi. Il dit que nous allons t'aider à venir près de nous. Dès que tu seras prête. Alors vous pensez que votre mère vous attend? Oui. Beverly est décédée 2 semaines après que l'on ait tourné ces images. Et on a toujours cette question qui se pose, est-ce que c'est réel ou pas? Entre ceux qui ont vécu ces expériences et les sceptiques, il y a beaucoup d'autres personnes qui sont capables d'entendre ce genre de choses. Mais elles ont besoin de... Besoin d'être sûres, oui. Il y a une sorte de certitude qui vient en vous. Vous savez, ça fait 27 ans que je travaille sur cette question, mais lorsque nous avons commencé nos travaux, il nous a fallu 12 ans avant de publier parce que nous étions nous-mêmes extrêmement sceptiques. On se disait c'est à cause de la maladie, alors nous avons réétudié tous les cas. Or, ils n'avaient pas tous la même maladie. Quelques personnes avaient simplement des malformations congénitales, ni cancer, ni maladie. Alors on s'est dit, ça doit être les médicaments, et nous avons revu tous les cas. Certains ne prenaient pas de médicaments, d'autres en prenaient, donc il n'y avait pas de point commun là non plus. Et puis, on s'est dit que cela devait être un manque d'oxygène. Mais beaucoup n'étaient pas sous oxygène et n'en avaient pas besoin. Plus on cherchait une explication, plus nous avons réalisé que nous perdions du temps en ne dévoilant pas ces informations. Nous avons donc décidé que ce n'était pas à nous d'expliquer pourquoi cela arrivait. Nous devions simplement relater ces histoires et laisser le lecteur se faire sa propre opinion. Et faire savoir que cela arrive un nombre incroyable de fois.
L'analyse des témoignages recueillis de par le monde permet d'affirmer que les explications conventionnelles comme la folie, les médicaments, la confusion ou d'autres facteurs ne sont pas à l'origine de ces récits. Et ces milliers d'infirmières qui vivent ces phénomènes au quotidien semblent n'avoir plus de doute. Pour elles, certains mourants perçoivent des présences que les autres personnes ne voient pas. Mais qu'en pensent les spécialistes des hallucinations ? Je décide de rencontrer le docteur Bruce Grayson, directeur du département de médecine psychiatrique de l'Université de Virginie. Vous pouvez me décrire les caractéristiques d'une vision au moment du décès ? En approchant de la mort, on a le sentiment de quitter son corps, de rencontrer des proches défunts et parfois même de voir des figures religieuses. Ces visions sont généralement apaisantes et rassurantes, comme si les défunts leur souhaitaient la bienvenue ou qu'ils les préparaient à la mort. Comment savoir s'il ne s'agit pas d'une hallucination ou d'un processus normal autour de la mort ? À l'approche de la mort, le cerveau est défaillant et envahi par des toxines, et donc on a des raisons de penser à des confusions mentales. Par contre, les confusions que nous observons dans un cerveau envahi par les toxines sont très différentes de celles observées lors des visions au moment du décès. Ces caractéristiques changent d'une personne à l'autre, et cela rend les personnes très agitées, apeurées et terrifiées. À l'inverse, les visions au moment du décès présentent les mêmes caractéristiques d'un sujet à l'autre, et elles calment les gens, les rassurent. Elles provoquent beaucoup plus de détente que d'agitation. Durant toutes ces années de recherche, avec tout ce que vous avez entendu, qu'est-ce qui vous a le plus impressionné ? Certaines de ces expériences semblent être de vraies communications avec des défunts. Je ne peux pourtant pas l'affirmer avec certitude. Il se peut que je me trompe et que ce ne soit que des hallucinations. Mais le nombre de ces expériences, l'accumulation des témoignages, semble confirmer que ce sont de réelles communications. Premier bilan, des médiums disent être capables d'entrer en relation avec les morts. Quand on les teste scientifiquement, l'analyse des résultats privilégie l'hypothèse d'une réelle communication avec les défunts. Des personnes en fin de vie disent également voir des proches décédés. Pour les médecins qui les étudient, la fréquence et le contenu de ces témoignages les incitent à penser qu'il ne s'agit ni de maladie mentale, ni de délire, mais d'expériences bien réelles. Je vais découvrir que des personnes comme vous et moi, ni médiums ni mourantes, vivent des expériences similaires. Bérengère a perdu plusieurs membres de sa famille. Quelques-uns de ses défunts seraient entrés en contact avec elle, un phénomène qu'elle ne contrôle pas mais qu'elle a appris à accepter. La première fois, elle avait 17 ans. Et ça a commencé comment ? Eh bien, j'ai senti une présence dans mon dos. Donc, ne sachant pas qui c'était, j'étais pas chez moi. Je suis allée voir maman. Puis je lui ai dit, maman, je sens quelqu'un, j'ai peur. Elle m'a dit, t'as rien à craindre, tu te retournes. Tu lui dis, laissez-moi tranquille, vous me faites peur, et il partira. Donc, le lendemain, j'ai senti, je me suis attendue, j'ai dit, vous me faites peur. Et je l'ai plus jamais vu. Voilà. C'est pas banal, ça, une maman non. qui... Ah non, maman, elle était très proche de tout ça. Et donc, 6 mois après, je suis allée voir mon papa, et que je connaissais pas. Que vous connaissiez pas ? Je connaissais pas mon père, enfin mon vrai père, oui. Mon père biologique, on va dire. Et puis, j'ai donc décidé d'aller le voir. Et quand je suis arrivée, il était décédé depuis 6 mois. Donc en fait, c'était lui. Voilà, parce que les dates correspondaient. J'avais noté les dates. Et donc les dates correspondaient. La date de son décès correspondait au jour où j'ai senti cette présence près de moi. Ah oui ? Oui, bien sûr. Oui, décès que vous ignoriez complètement. Ah bah oui, je savais pas qu'il était décédé puisque je voulais le voir, je voulais aller le voir. On m'avait pas dit. Et quand vous avez ressenti cette présence, vous aviez 17 ans, vous aviez aucune idée de qui ça pouvait être ? Non. Je pensais que c'était une âme, hein. Enfin, que c'était... C'est pas un fantôme, parce qu'un fantôme, il hante un endroit. Alors là, c'était vraiment quelqu'un qui venait me voir. Je savais que c'était quelqu'un qui venait me voir. Mais je savais pas comment réagir. Mais comment vous saviez ça ? Parce que moi, si je sens une présence, mettons, derrière moi, je me retourne, il n'y a rien, je dis, bon, c'est pas grave, j'ai rêvé. Ah ben non, voilà, non, vous ne dites pas, vous avez rêvé. Mais pourquoi vous dites pas, vous avez rêvé ? Parce que vous l'avez jamais vécu. Vous le vivez, vous dites pas, vous avez rêvé. Vous savez qu'il y a quelqu'un. Vous savez quand il y a quelqu'un derrière vous. Ouais, quand vous retournez, il n'y a personne, vous savez qu'il y a quand même quelqu'un. C'est obligé. Sauf qu'on ne le voit pas. Pourquoi on ne sait pas ? Mais il y a quelqu'un, on sait qu'il est là. On sait situer l'endroit, on sait qu'il bouge, on sait. Je peux pas expliquer. On ne voit pas avec les yeux, on voit avec autre chose. On voit, on sait sa présence, on pourrait dire sa hauteur, sa forme, c'est incroyable.
Sauf que je peux pas dire si c'est un homme ou une femme. Mais je sais, c'est assez hallucinant, oui. Et avec qui vous en parlez, ça? Personne. On parlait à qui? Les gens, ils y croient pas, de toute façon. Les gens, ils ont peur. Les gens, ils sont fermés. Voilà. N'en parler à personne. Je découvre d'autres cas, et ce qui me frappe là aussi, c'est le fait que loin de s'en vanter, les gens qui vivent ces expériences hésitent à se confier. Ils ont conscience que c'est impossible, alors ils se taisent et vont jusqu'à remettre en question ce qu'ils ont vu. Mais que penser lorsque l'expérience est vécue à plusieurs? J'étais seule à la maison, je m'apprêtais à partir, donc c'est un détail important, mais j'ai fermé donc les fenêtres, il n'y avait pas de courant d'air chez moi. Et ça a sonné à la porte et Snezana, ici présente, est venue me voir, sachant que j'allais pas très bien, donc pour me remonter le moral. Et donc nous sommes installés, on a bu un petit pot toutes les deux, et puis on discutait donc de ma grand-mère. Et je lui dis, j'espère que ma grand-mère un jour va me faire un signe et qu'elle n'est pas bêtement en train de pourrir dans la tombe. À ce moment précis, une photo s'est élevée au plafond, donc tout droit comme ça, et s'est mise à tournoyer au plafond. Et cette photo qui s'envole, c'est celle de la grand-mère de Yolande. On sait qu'il y a quelque chose d'incroyable qui se passe, qui n'est pas normal, voilà. Et donc Snezana me dit, qu'est-ce qui se passe? Et moi, j'étais pétrifiée, finalement. Heureusement que Snezana était là, parce que moi, je l'aurais vécu seule. J'aurais pas été forcément crédible. On aurait dit, bon, elle a été choquée, elle raconte n'importe quoi. Or, non, enfin, on a vécu la même chose, enfin. Et quand ça s'est produit, effectivement, on s'attend pas à ça, parce qu'on n'est pas prêt. Et en voyant ça... D'abord, c'est le blanc, c'est la peur, mais l'angoisse. Et au moment, on n'a pas pu parler. Et cette photo qui a voltigé avant de tomber, vous ne pouvez pas bouger, on est figé. Et la seule chose, on s'est regardé. Et j'ai la certitude que nous avons eu la même pensée à ce moment-là. Elle s'est mise à pleurer, elle est en larmes, mais comme un soulagement. Parce qu'elle avait sa réponse. Et ça, c'était énorme. Les récits de contacts spontanés avec des défunts se succèdent. Invention, hallucination? Les morts sont-ils là, autour de nous, pour nous faire un signe de temps à autre? Le phénomène est-il nouveau? Apparemment, certaines histoires sont connues et très anciennes. Le prince Michel de Grèce a écrit un livre sur des cas historiques. Tout le monde a eu des expériences dans mes deux familles. Parfois terrifiante, parfois sympathique. Donc j'ai été presque élevé avec les fantômes. Ma famille et moi-même, nous avons habité ce que j'appellerais des maisons de pouvoir, où il y a eu des châteaux, des palais, où il y a eu généralement des drames, parce que tout le monde veut le pouvoir, tout le monde veut la richesse, alors donc on s'entretue allègrement. Donc les fantômes se manifestent plus, sont plus connus. Et donc, des familles comme la mienne, y sont plus sensibles et plus ouvertes. On croit que les politiciens ou les hommes de pouvoir sont réfractaires à ces phénomènes de l'au-delà. C'est complètement faux. D'abord, ils aiment beaucoup en parler. Bon. Et il y a une maison qui est archi-hantée et dont tout le monde parle publiquement, c'est la Maison Blanche, aux États-Unis. Tous les occupants en parlent. Le dernier qui en a parlé, si je me rappelle bien, c'est Reagan, Eisenhower, Madame Eisenhower en avait parlé, Roosevelt en a parlé en long et en large, parce que pendant la guerre, la reine Wilhelmine de Hollande, qui avait échappé à l'invasion nazie de la Hollande, est allée aux États-Unis pour demander l'aide des États-Unis, et on la met dans une belle chambre à la Maison Blanche, n'est-ce pas? Et la nuit, elle a entendu frapper à la porte, elle a dit « Entrez », personne n'est entré 3 fois, bon bref, elle se lève dans une chemise de nuit qui devait être hideuse, parce qu'elle n'était pas très élégante, et elle va ouvrir la porte, elle se trouve nez à nez avec Lincoln,
le président Abraham Lincoln, qui avait été assassiné, au moins, ça c'est 1945, 80 ans avant. Bon. Puis il disparaît. Bon, elle est un peu tout de même choquée, la pauvre dame. Et le lendemain, elle l'a dit au Roosevelt, qui était ses hôtes, non, le président Franklin Roosevelt et Éléonore, elle a dit, vous savez, je suis un peu gênée, mais je crois que j'ai vu Lincoln là hier. Il dit, ah, mais tout le monde le voit là. Tout le monde l'a vu, nous aussi. Enfin, c'est presque du commun. Et parce que Lincoln a rêvé de sa propre fin. Et il l'a annoncé au Conseil des ministres. C'est-à-dire, il a dit, j'ai fait un rêve cette nuit où j'étais dans mon lit dans la Maison Blanche, je me suis levé, je suis descendu, et j'ai trouvé tout le monde en rez-de-chaussée en noir, en grand deuil. Et j'étais dans le grand salon, et il y avait un cercueil recouvert du drapeau américain, et j'ai demandé à tout ça dans son rêve, j'ai demandé à quelqu'un, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et le quidam m'a répondu, le président a été assassiné. Et évidemment, quelques jours après, il est allé au théâtre, et comme chacun sait, il a été tué par Booth. Même si on n'arrive pas à y croire, ou même si on n'arrive pas à les sentir, ça c'est tout à fait, mais au moins peut-on mettre un point d'interrogation et dire, et si c'était vrai? Allez! Les bleus! Allez! Les Bleus. Équateur, à Chicago. Le 21 février 1977, elle est assassinée dans son appartement. Aucun indice, ni mobile, ni suspect, en dehors d'initiales notées par la victime avant sa mort. 5 mois passent. Une nuit, Rémi Chua, infirmière philippine elle aussi, se sent comme possédée. Une voix qu'elle ne maîtrise pas sort de sa bouche et se présente en philippin. « Je suis Teresita Bassa et je connais le nom de mon meurtrier. » Elle accuse un garçon qui travaille à l'hôpital d'Edgewater. Son nom, Allen Showery. L'envoûtement se poursuit nuit après nuit. Paniqué, son mari va trouver la police. Il est médecin, alors on l'écoute. L'inspecteur Joseph Stakula est troublé. Le nom donné par cette voix correspond aux initiales trouvées sur le lieu du crime et dont personne ne connaît l'existence. Mais pour l'inspecteur, il n'y a pas de preuve, juste un témoignage bizarre. Le fantôme de Teresita donne alors de nouvelles révélations. Le tueur lui a volé une bague et l'a donnée à sa petite amie. La police interroge la fiancée du suspect et trouve la bague, décrite par Teresita et identifiée par la famille de la victime. Confronté aux faits, Showery avoue son crime. Mais durant le procès, le tueur plaide non coupable, prétextant que le témoignage d'un fantôme ne peut être recevable. Le jury en décida autrement et le condamna à 14 ans de prison. Cette affaire est le premier cas judiciaire connu où un fantôme a fait condamner son meurtrier. S'il s'agit de télépathie, dans le cas de Teresita Bassa, d'où vient l'information? Personne ne savait qui avait commis le crime, et personne ne savait que la bague avait été volée par l'assassin, en dehors de la morte elle-même. Alors, Teresita est-elle revenue pour donner le nom de son meurtrier? Dans cette affaire, l'information venue d'on ne sait où a permis de condamner un meurtrier. Je découvre un autre cas où une information obtenue de manière inexplicable a permis de sauver une vie. Mireille vit à La Réunion, son frère est mort en 1988. Je m'appelle Mireille. 2 ans après que mon frère se soit suicidé, il m'est apparu en rêve. Il m'a dit de consulter un médecin parce que j'avais un cancer. Comme je ne souffrais pas, les docteurs ne savaient pas où chercher et ne trouvaient rien. Mon frère m'a précisé qu'il s'agissait d'un cancer de l'utérus. J'ai alors consulté le docteur Arnal, qui est gynécologue. Aujourd'hui, je vais vous parler de choses dont personne ne vous parle, c'est-à-dire c'est de mon expérience en tant que gynécologue. Après avoir pris connaissance du récit de Mireille, j'ai décidé de rencontrer le docteur Arnal, médecin réputé, qui mène des campagnes d'information sur le cancer du sein notamment. J'ai lu le témoignage que nous a adressé Mireille, et c'est donc vous qu'elle est venue voir pour essayer de trouver une oreille qui écoute son témoignage un peu particulier. Est-ce que vous vous rappelez de ce cas? Je me souviens très bien de Mireille, qui était une femme assez étonnante,
avec des grands cheveux blonds, des yeux bleus et un air de poupée Barbie. C'est une femme d'une grande profondeur. Et son histoire est tout à fait étonnante puisqu'elle me dit mon frère est décédé, il s'est suicidé. Et depuis, je reçois des messages de mon frère et je viens vous voir parce qu'il m'a dit que j'ai un cancer de l'utérus et que je dois venir voir un gynécologue. Donc je l'ai écouté. Et vous avez... J'ai fait ce qu'il fallait faire. Effectivement, j'ai fait un frottis du col de l'utérus, un frottis qui était anormal. Là-dessus, on a fait des biopsies qui étaient encore plus anormales et on a enlevé l'utérus. Il y avait effectivement un cancer qu'on appelle un adénocarcinome du col de l'utérus, in situ. Il y avait effectivement donc un début de cancer de l'utérus. Est-ce qu'il pouvait y avoir moyen pour elle de percevoir sa maladie en tant que docteur? Pas d'autre moyen que le frottis chez un gynécologue. Enfin, vous pensez que son frère, ce message lui a sauvé la vie? Quelle que soit la façon dont elle l'a reçu, ce message, eh bien, ça lui a sauvé la vie, c'est évident. Il lui a permis de venir voir un gynécologue, de faire un frottis et puis de dépister quelque chose qui aurait pu être pris après trop tard. Je retrouve Henri Vigneault. Il exerce le métier de médium depuis plus de 20 ans. Dans son cabinet, des centaines de personnes sont venues le consulter dans l'espoir de recevoir un signe. Quelques-unes de ces histoires nous ramènent toujours à la même question. D'où vient l'information? Je peux citer un exemple, si vous le désirez, de parents qui ont perdu une enfant, leur fille qui était psychologue, partie d'un cancer malheureusement. Et ses parents donc, sont venus me voir, m'ont donné la photo de leur enfant, bien sûr, de leur fille. Et après différents détails que j'ai pu percevoir, je ne comprends pas trop, mais son esprit me dépose sur la table avec sa main matérialisée. Il m'arrive de voir un peu ça aussi, un marron sur une table, entre eux et moi. Et puis, les parents ne comprennent pas, moi non plus, à quoi ça faisait référence. Et comme souvent les personnes enregistrent les contacts avec moi par rapport aux proches défunts, parce que ça les aide aussi pour eux à écouter et faire écouter aussi l'entourage des proches qui ne sont pas présents ce jour-là. Donc tout le monde peut en profiter. Et en même temps, ça montre bien que je ne manipule personne. Et le soir, ils ont écouté donc l'enregistrement. Et à ce moment-là, le frère est parti en sanglots, parce que c'était son secret à lui avec sa sœur. Il était parti dans les bois pendant la maladie de sa sœur. Il était parti dans les bois, c'était donc l'hiver. Il avait ramassé un marron, enfin 2 marrons. Il en a gardé un pour lui et un qu'il avait donné à sa sœur. Et puis il lui avait dit, écoute, ça sera notre lien, notre signe à tous les deux, si jamais tu te manifestes. Et il a mis le marron dans le cercueil, personne ne le savait. Et sa sœur me l'a restitué. Voilà. Et j'ai le témoignage de ça aussi par les parents écrits. Cher Henri, vous trouverez ci-joint le récit détaillé de l'histoire des marrons dont nous avons pris connaissance après la mort de notre fille. Quelques mois avant le décès, un de mes 2 fils, se rendant au chevet de sa sœur, lui avait confié avoir ramassé 2 marrons. Il lui en confiait un et il gardait l'autre sur lui en permanence comme symbole de son soutien durant l'épreuve. Au moment de la mise en bière, mon fils a glissé son marron sous les mains jointes de sa sœur et a récupéré le marron confié à sa sœur pour le garder avec lui en guise de lien par-delà la mort. Il ne fait donc aucun doute que votre communication correspond à un fait avéré dont nous n'avions pas connaissance auparavant. Comment expliquer le cas des marrons, de Teresita et celui de Mireille? Impossible de conclure. Je repense à ces chercheurs qui avouent leur incapacité à trouver des explications. Et tous ces témoins rencontrés, que leur est-il arrivé? Imagination, divagation, est-ce la seule explication? Ces expériences se produisent tout autour de nous, chez nos proches, dans nos hôpitaux, nos maisons de retraite, dans nos familles. Et pourtant, un silence de plomb les entoure. C'est tellement difficile à accepter. Pourtant, même chez les psychiatres reconnus comme le docteur Lemoine, des histoires incroyables surviennent. Alors, je vais vous raconter une histoire qui nous ramène à des temps anciens. J'étais interne. Et on avait dû, pour des raisons de famille, muter un patient qui était là depuis des années dans un autre hôpital, en Alsace, près de sa famille. L'histoire se passe à Lyon. Et le patient, qui nous aimait beaucoup et qu'on aimait beaucoup, était parti en ambulance en pleurant, en disant de toute manière, je sais que je ne vous reverrai jamais, je mourrai. Je ne reviendrai pas. Alors, bon, tout le monde était très ému, le temps passe, et quelques mois plus tard,
2 infirmiers sont à l'ergothérapie en train de préparer les affaires pour une séance. L'un des 2 lève les yeux et il voit le patient qui passe dans le couloir en faisant des signes, alors qu'il était en Alsace, à Sarreguemines, et qu'on était à Lyon. Tout le monde se moque de lui, il lui dit « Allez, ça va, tu ferais bien de te soigner », enfin toutes les blagues de circonstance. Et puis, bon, ils reprennent leur travail, et puis quelques minutes plus tard, les 2 lèvent les yeux et voient. Encore, ils passent en faisant des signes de la main. Et l'autre dit je pense qu'il est mort, il vient nous dire adieu avant de s'envoler. On nous raconte, tout le monde rigole, grosse mise en boîte, on va te camisoler, enfin bon, toujours les mêmes blagues fines de psychiatre. Et une demi-heure après, on recevait le télégramme, il était mort, un infarctus foudroyant. Ne me demandez pas de l'expliquer, parce que je ne l'explique pas. Ne me demandez pas de faire la science, parce que vous savez que la science ne s'intéresse qu'à ce qu'elle peut expliquer. Oui, mais alors l'expérience en elle-même, on peut en faire quoi? On le range dans une case, on se dit que c'est pas explicable pour le moment, puis on espère que des gens vont trouver une hypothèse. Que faire de ces expériences incroyables? Y a-t-il une vie après la mort? Cette question qui taraude l'humanité depuis la nuit des temps peut-elle vraiment trouver une réponse scientifique? Qu'en pense le professeur de sociologie Alan Kelleher, auteur de nombreux ouvrages sur la mort? La médecine se préoccupe de la santé, de la maladie et du bien-être. Elle ne s'intéresse pas à ces questions de l'au-delà. Parce qu'ils ont une formation scientifique, les médecins ont tendance à considérer que la biologie explique la vie. Malgré tout, un grand nombre de médecins pensent qu'il y a quelque chose après. Parce que c'est leur croyance, ou bien parce que ce sont des gens d'une grande humilité. Il y a d'autres médecins qui ont l'habitude de travailler avec des personnes en fin de vie et qui savent que tout ce qu'ils voient et tout ce qu'ils entendent ne peut être expliqué et que parfois, cela ne sert à rien de vouloir expliquer ce qui dépasse l'entendement. La question de l'existence de l'âme, la question de la survie après la mort, de Dieu, qu'est-ce que cela signifie? Ce ne sont pas 3 tests qui vont vous permettre de répondre à cette question. La recherche sur la conscience ne fait que commencer. L'examen des témoignages, comme les résultats des expériences scientifiques, permettent de répondre à des questions, mais ils en soulèvent autant de nouvelles. Jusqu'où cette enquête peut-elle m'emmener? Le témoignage de Françoise fait naître de nouvelles interrogations. Je venais d'emménager dans un appartement dans le 13e arrondissement. Et dans cet appartement, j'avais un ami. Et cet ami m'avait dit, avant que je rentre dans l'appartement, « Ah, tu sais, chez toi, il s'est passé des trucs. » Et moi, je lui ai dit, je veux rien entendre de tout ça. Tu me racontes rien. Moi, je rentre dans un appartement, je n'ai besoin de rien savoir ce qu'il y avait avant. Et dans cet appartement, en fait, pas tout de suite, mais au bout d'un moment, parfois, je me sentais observée. Et je me disais, je faisais pas attention, hein, je me disais, j'avais l'impression qu'il y avait quelqu'un, une présence qui me regardait. Évidemment, il y avait rien. Ça revenait assez souvent et ça revenait parfois quand je mangeais. Et une fois, j'ai senti l'envie d'une personne qui me regardait manger. Je me suis dit, mais je suis complètement cinglée, quoi. Pourquoi je pense à un truc pareil? Et puis, bon, je ne sais plus très bien combien de temps après, je rentre un soir de mon travail, donc ni d'une fête alcoolisée, ni de rien du tout, moi je faisais juste que fumer à l'époque et de la cigarette permise. Donc je rentre très clair vers 6h30, 7h du soir. Je rentre dans ma chambre et en ouvrant la porte de ma chambre, je vois une morte allongée sur mon lit. Et là, je me dis, alors là tu touches le fond, là, c'est pas possible, là, c'était une vision comme ça. Donc je ferme les yeux, je les rouvre et il n'y avait plus rien. Alors quand vous avez cette vision assez fugitive de cette femme sur votre lit, vous vous dites pas que c'est dans votre tête? Ah non. C'est une femme couchée, morte, pas une vivante, pas quelqu'un qui dormait. Elle était morte, j'ai vu une morte sur mon lit. C'est vraiment des sensations qu'on a
très fortes qu'on ne peut vraiment pas expliquer. C'est ça qu'il y a de bizarre. C'est que, comme c'est censé ne pas exister, on ne peut pas l'expliquer. Alors après cette expérience, vous avez fait quoi alors? Mon premier réflexe le lendemain soir, c'était d'aller voir mon voisin et de lui demander ce qui s'était passé chez moi, puisque donc je lui ai raconté ce que j'avais vu. Et donc il m'a dit que donc quelques années auparavant, pas très longtemps, 2 ans auparavant, une femme s'était défenestrée de chez elle et était tombée en bas de chez lui. C'est lui qui avait appelé les secours et qu'ils avaient ramené le cadavre chez elle. Donc, chez elle, c'était chez moi. Françoise ne savait rien de cette précédente locataire. Elle n'était pas impliquée et n'avait aucun lien de parenté avec elle. Et voilà qu'une sorte de fantôme lui apparaît. Cela arrive donc à des gens qui ne souhaitent pas avoir ces contacts. D'ailleurs, nous avons tous entendu parler de ces personnes qui pensent que leur maison est habitée par des esprits. Afin de savoir ce qui se cache réellement derrière ces phénomènes, je propose à Florence Hubert, médium, de m'accompagner chez Claudie, une femme qui, un peu après la mort de son mari, a senti une forme s'allonger contre elle et entendu des bruits étranges. En chemin, la médium émet quelques hypothèses. Donc là, on va dans une maison parce qu'on a reçu un courrier d'une personne qui vit dans cette maison et il se passe 2-3 petites choses qui rendent cette personne inquiète. Donc c'est pour ça qu'on vous y emmène aujourd'hui. Il peut y avoir des entités, donc de personnes décédées. Il peut y avoir donc des problèmes de radiesthésie, de géobiologie. Il peut y avoir aussi de la mémoire de mur, simplement les murs imprégnés de quelque chose qui s'est passé avant. Et cette mémoire est collée dans les murs, enfin on dit est rentrée dans les murs, donc les murs dégagent et transpirent encore ce qui s'est passé avant dans la maison. Et vous arrivez à faire la différence entre mémoire des murs, entités et choses comme ça? Oui, parce qu'en général, quand on y va, on ressent. Les entités, on les voit. La mémoire des murs, on ressent. C'est-à-dire? C'est quoi la différence? Ça, c'est une bonne question. C'est... comment je vais dire? En mémoire de mur, j'ai pas de résonance de prénom. Forcément, j'ai pas de résonance de physique qui passe à côté de moi. J'ai pas d'ombre, j'ai pas de personne qui vient me voir, qui me dit, ben voilà, j'ai eu ça, j'ai eu ça, j'ai eu ça. En entité, j'ai tout ça. J'ai quand même les gens de l'entité qui viennent voir. Ils viennent me voir, ils se présentent, ou ils me disent on est là, ou aidez-moi, ou on sent une bulle de froid qui passe, on sent que ça bouge, etc. En mémoire de mur, c'est une pièce dans laquelle on rentre où on se sent mal, mais il n'y a pas de vibration, de bulle qui passe, d'entité qui passe ou de choses qu'on peut voir. Je voulais savoir si vous ressentez déjà des choses maintenant avant qu'on y arrive. Il est vrai que je ressens la présence d'un homme. Ça, je l'ai ressenti même tout à l'heure très fort. Est-ce que c'est un homme? Je ne sais pas, ça je le reste sur place. Peut-être quelqu'un qui ne sait pas qu'il est parti, peut-être simplement lui faire comprendre qu'il est parti de l'autre côté pour ne plus perturber les habitants qu'il y a dans la maison. Le côté gauche de la maison ne me plaît pas, je sais pas ce qu'il y a, j'en sais rien, une maison assez grande. Problème de respiration important. Quelqu'un de stressé aussi. Ça doit être ici. Jolie maison. Je vous présente Florence. Bonjour. Bonjour madame. Bonjour aussi. Bonjour Valérie. Florence. Bonjour. Vous aviez, vous, des choses qui vous embarrassent? Oui, oui. Bien, ce sont des bruits inhabituels qui se sont produits à un moment bien précis. Des coups, une forme aussi sur un lit. Claudie et sa fille Valérie n'ont jamais observé de tels événements auparavant. Nous montons à l'étage pour constater dans quelle pièce les phénomènes se produisaient. C'est ce volet-là qui tapait, là. Oui. Il était fermé, vous entendiez taper dessus? Oui, parce que c'était en pleine nuit, hein. C'était à 2h du matin, c'était à minuit, c'était toujours à la nuit. Alors ça aussi, je me disais, est-ce que ça n'est pas moi qui... Mais ça ne correspondait pas à un rêve que je pouvais faire, vous voyez, ou à quelque chose, quoi. Bon. Les coups à la fenêtre, ça peut indiquer quoi pour vous?
c'est simplement une présence, je suis là, quoi, je suis là. Ça peut être dans une fenêtre, ça peut être dans un radiateur, la lumière, l'ordinateur, les télés qui s'allument, qui s'éteignent, les radios qui changent d'onde. Ah bah ça. Voilà. Alors ça, moi je pensais que c'était moi, parce que ça, les radios, alors là, je pourrais vous en écrire un avec chapitre, tout ça, ouais. Parce que la radio de ma cuisine, et je suis très radio moi, depuis des années, et la radio de ma cuisine, on remettait toutes les stations. Le lendemain, il n'y avait plus rien. Vous voyez, bon, elle est en désordre. Et donc, je dormais là. C'est là que vraiment j'ai vu cette empreinte de corps. Là. Il y avait la trace. Il y avait la trace. Et il y avait un creux à l'endroit des fesses, quoi. Et j'ai pensé, j'ai dit, c'est pas possible. Je voulais pas y croire. Hein. Et vraiment, ça... Moi, j'ai pas l'habitude de toutes ces choses-là. Vous voyez, j'en tremble, quoi, parce que... Ici, c'est vrai que bon, il y a peut-être aussi la disparition de quelqu'un qui a pu quitter votre entourage familial, qui peut masculin. Oui. Bon, ça, c'est ce que j'ai eu aussi. Qui peut, à un moment donné, lors de son départ, avoir simplement par des coups ou des petits jeux de lumière, dit je suis là. Bon, maintenant, il faut savoir les conditions du départ. Moi, j'ai pas ressenti une fin spécialement tranquille. J'ai ressenti plutôt des problèmes de respiration importantes. Oui. Mais c'était quelqu'un d'assez... C'est votre mari ? Oui. Son prénom, c'est ? Christian. Christian. Vous avez une fenêtre ouverte là ou pas ? Non ? Une fenêtre ouverte, non. Elles sont... Je crois pas. Non. Parce que là, ça fait 2 fois que je sens le passage. Oui, un courant d'air très froid. C'est impressionnant ici. Ah oui, c'est vrai. Voilà, il n'y a pas une fenêtre ouverte ? Oula. Non, parce que ça circule, de toute façon, là, ça circule. Donc, attendez, hein. Attendez, c'est impressionnant, ça. Voilà. Ici. Ah oui, là. Ouais. Et hop, ça part. Oui, okay, là, oui. Ça remonte. Ça se passait bien avec lui ? Oui. Oui ? Ah oui, très bien. Donc, mais si vous sentez des choses, n'hésitez pas. Hein, oui, parce que j'entends. J'aime bien la vérité. Il est parti trop vite, votre mari. Hein, de toute façon, il n'était pas prêt du tout. Il y a un départ trop vite, donc il n'a pas eu le temps de discuter aussi. Il n'y a pas eu grand-chose de réglé avant son départ. Il me dit pardon parce que vous avez dû régler pas mal de choses. Parce que après, il me fait. Oh, je sens un courant d'air. Oui, ça passe encore. Ah, ça, tu vois, ça me faisait ça quand j'étais dans mon lit. Son cœur sera toujours ici, dans cette maison. C'est lui qui l'a construit ? Ah oui, ça oui. Voilà. On a fait des plans. Parce qu'il me dit, il me dit les petits travaux. Donc il a dû, il me montre tous les tours de porte et tout ça. Qu'il a dû pointer, je sais pas ce qu'il a fait, mais bon. Ça vous évoque quelque chose ? Non, mais c'est mon père, ça. C'est le côté bricolage. Il était incapable de rester en place, donc même le fait qu'il circule comme ça au niveau énergie, enfin, c'est trop parlant. Ah oui, puis quelqu'un de très maniaque, j'ai minutieux maniaque. Donc, n'a pas brûlé votre maison, il n'y a pas eu le feu ici ? Si, une partie. Par là aussi ? Oui. Qu'est-ce que c'est qui a pris feu par là ? Dans le garage. Dans le garage, oui, du sang. C'est cette odeur que j'ai comme de la cigarette froide, vous savez, qui m'est parvenue là, ouais. Il me parle d'une heure qui doit être 15h30. C'est l'heure de son départ ? Oui, voilà. C'est un rapport avec le départ, c'est ce qu'il me disait. Il est parti... Il y avait un coma ? Je pense, oui. Ouais, il me dit qu'il y avait un petit trou. Il y a eu un petit trou. Le petit trou noir, pour moi, c'est le coma quand il me parle du trou noir. Mais léger, vraiment, quelque chose de rapide. Puis après, 15h30, il part. Ouais. Et il y a une larme qui coule, là, juste avant son départ. Voilà. Pour Florence, le mari de Claudie serait revenu dans la maison après son décès. Cette sensation de sentir quelqu'un se coucher contre elle, ces bruits sur les volets, ces courants d'air frais alors que les fenêtres sont fermées, pour Florence, ça ne fait aucun doute. Tous les médiums que j'ai rencontrés, sans exception, m'ont dit cette chose étrange. Lorsque l'on meurt, on ne sait pas forcément que l'on est mort. Surtout dans les cas de mort brutale, comme les accidents. Des gens qui ne sauraient pas qu'ils sont morts. Jean-Marie Le Gall est magnétiseur et médium, et lors de consultations, il lui est souvent arrivé de le constater. Moi, je ne sais pas faire parler le défunt. C'est lui qui va s'exprimer. C'est lui qui va pouvoir essayer de communiquer.
Et des fois, on est en déphasage complet, parce que les gens ont l'impression que vous êtes des fois comme un distributeur. Ils ont leurs problèmes existentiels, ils ont leurs problèmes matériels. Et ils croient, et c'est là aussi un danger qu'il faut signaler, que la personne qui est passée, je pourrais dire élégamment, de l'autre côté du miroir, a toutes les réponses. Non, il ne les a pas toutes. Lors d'une prise de rendez-vous, une femme vient me voir, s'assoit, me dit « Monsieur Le Gall, alors je vais vous... » Je dis « Non, non, madame, vous ne me dites rien. » Elle sort la photo de la personne, donc je prends la photo et j'attends. Et là, j'ai une sensation terrible de maux de tête par rapport à cette photo. La personne, je dis « Ne me dites rien. » Pendant 2 ou 3 minutes, le silence complet, un silence très lourd, très pesant. Et je sens, à un moment donné, comme au niveau de ma bouche, comme si on me mettait un espèce de tuyau chaud. Très désagréable. J'ai un mal de tête terrible. Je sens même que, excusez-moi, que ça dégouline. Et j'ai une odeur aussi de poudre tout autour. Et à un moment donné, j'entends une déflagration terrible. Terrible. Et j'entends une nouvelle fois « Pardon ». Il appelle sa femme « Pardon, je sais, je n'aurais pas dû faire ça, mais je n'en pouvais plus. Je n'ai pris que ce que j'avais à côté de moi, c'est-à-dire un fusil. » Vous comprenez sans doute ce que je veux dire. C'est un homme, effectivement, qui s'est suicidé devant sa femme. Cette femme s'est écroulée en larmes devant moi, sur le bureau. Elle me tenait les mains. Elle était bouleversée. Mais ce qui a été surprenant dans l'histoire, il lui demandait pardon. Mais il ne comprenait pas la suite. Il disait « Je te demande pardon, mais tu ne m'as pas pardonné parce que tu ne me parles plus. Tu ne me parles plus. Je t'ai demandé pardon. Tu ne me parles plus. Où je suis ?» Et là, elle me dit « Mais comment ça se fait? Il ne sait pas où il est. » Mais il me dit « Il est toujours là, il a l'impression que vous lui faites la tête. » C'est-à-dire que c'était un geste très rapide. Il est arrivé, il a pris le fusil, dans un geste, malheureusement. Et il a fallu faire un travail psychologique de dire à la personne qu'elle était décédée. Mais elle me dit « Mais je suis vivant, je vous vois, je vous entends, seulement je suis seul, je ne comprends pas. » Et il a fallu tenter d'ouvrir, je dirais, une brèche spirituelle. Car je lui ai dit à cet homme « Mais il y a d'autres personnes autour de vous. Vous ne voyez pas, mais il y a du monde autour de vous. » Et il ne les voyait pas. Je lui ai dit « Appelez vos parents, appelez la lumière, appelez l'énergie, au-delà des religions. Appelez ce qui vous parle, appelez l'amour, appelez vos parents, et vous verrez que vous ne serez pas seul. » Si l'on en croit ce que disent les médiums, il existe une vie après la mort. Mais le défunt ne réalise pas nécessairement qu'il est mort. Le bouddhisme tibétain a développé des techniques d'exploration de la conscience et plusieurs laboratoires à la pointe de la recherche, comme par exemple le laboratoire de neurosciences de l'Université du Wisconsin, collaborent avec des moines. La tradition bouddhiste dispose également de connaissances aussi étonnantes que précises sur le processus de la mort. Une compilation de ce savoir se trouve dans le fameux Livre des morts tibétains, le Bardo Thodol. Ce texte, rédigé au XIIe siècle, raconte exactement la même chose que ce que disent les médiums, à savoir qu'au moment de la mort, la personne peut se trouver dans un tel état de confusion mentale qu'elle ne réaliserait pas qu'elle vient de mourir. C'est le grand moment, vous êtes mort. Alors, il faut se libérer de son enveloppe, ne pas s'y attacher, ne pas avoir peur de tout abandonner derrière soi. Parce qu'en quittant son corps physique, on a accès à une nouvelle existence. Nous appelons ça l'état intermédiaire. En fait, lorsque l'existence physique prend fin, la conscience survit. Que savez-vous de ce qui se passe après la mort? Si je meurs, je vais avoir l'impression que j'existe encore auprès de ma famille. Je verrai mon corps inerte devant moi et je verrai ma famille en train de pleurer. C'est évident que lorsque quelqu'un meurt, les gens pleurent. Je me demanderai pourquoi ils pleurent. Parfois aussi, au moment des repas, la personne continue de venir.
elle s'assoit pour manger car elle ne se rend pas compte qu'elle est morte. Cela ne dure qu'une courte période. Plus tard, surtout si on lui a expliqué qu'elle était morte en récitant le bardo Todol, elle comprendra qu'elle n'est plus de ce monde. Mais parfois, les gens comprennent eux-mêmes qu'ils sont morts, sans que l'on ait besoin de leur expliquer. Que devrions-nous dire aux personnes mourantes ou aux défunts? Pouvons-nous leur donner des conseils pour qu'ils comprennent? Si vous espérez quelque chose de la mort, ce ne sera pas facile. Je crois qu'une trop grande attente ne peut générer que de la frustration. Quand on meurt, doit-on être déçu? Non. Il faut apprendre à accepter. Au moment de la mort, si vous n'êtes pas préparé, vous vous égarez. Vous ne savez pas où aller. Vous ne savez pas quoi faire. Vous êtes perdu. Vous devenez un fantôme. Les fantômes ne peuvent pas nous faire du mal. Les gens pensent que les fantômes peuvent faire du mal, mais je pense que c'est nous qui nous faisons beaucoup de mal en croyant aux superstitions. Nous imaginons des fantômes de cette forme, très effrayants, avec de grands yeux et un gros nez. Je ne pense pas que cela soit la bonne description d'un fantôme. Un fantôme est quelque chose que l'on ne voit pas, que tout le monde ne voit pas, en dehors de quelques personnes qui les sentent et qui les voient. Donc les fantômes, c'est seulement des personnes qui sont perdues? Qui sont perdus, c'est ça. Ou égarés, ou qui n'ont pas eu de funérailles convenables, c'est aussi possible. Un fantôme peut aussi être quelqu'un qui est trop attaché à ses biens matériels, à une chose qu'il possédait de son vivant. Cela peut aussi vous perturber. Je suis surpris de voir que les moines bouddhistes disent exactement la même chose que les médiums et les témoins que j'ai rencontrés. Les morts ne sont pas méchants, ils sont juste perdus. Mais tout cela est-il réel? Notre existence continue-t-elle après la mort? Cette question est sans doute trop essentielle pour y répondre. Chacun doit se faire son opinion. J'achève cette enquête auprès du neuropsychiatre David Servan-Schreiber. Le regard de ce médecin réputé m'intéresse. Que ce soit dans votre expérience personnelle ou dans votre expérience d'accompagnement, est-ce que la question d'une vie après est quelque chose de prépondérant dans la peur de la mort ou dans la proximité de la mort? Alors la question d'une vie après revient souvent et moi je sais comment j'y ai répondu pour moi-même, je sais comment j'y réponds avec les patients que j'accompagne. Je crois que si qui que ce soit nous dit aujourd'hui qu'il sait ce qui se passe après la mort, forcément c'est de la poudre de perlimpinpin, personne ne sait ce qui se passe après la mort. Peut-être qu'il y a quelque chose. Et je vous dis, on ne sait pas, c'est pas plus rationnel de dire il n'y a rien après la mort que de dire il y a quelque chose après la mort. Personne ne le sait. Et il y a beaucoup plus de gens sur la planète qui pensent qu'il y a quelque chose que de gens qui ne pensent pas. Moi, personnellement, je considère que l'attitude appropriée est une attitude de respect du mystère. C'est-à-dire que c'est un mystère, avec de quantité de possibilités, ça reste de l'ordre du possible, qu'il se passe quelque chose, qu'il y ait quelque chose après la mort, dont on puisse être conscient. Je ne sais pas. Et alors, concrètement, devant un patient qui va mourir, comme ce Denis dont vous parliez dans Anticancer, qui est en colère, qui est en fureur absolue à l'idée qu'il va bientôt mourir, vous avez répondu quoi? Vous avez fait quoi avec lui? Oui, j'ai eu un jour un patient, c'était une expérience très bouleversante pour moi, parce que j'étais jeune médecin et est venu me voir un jeune médecin à peu près de mon âge qui avait un lymphome très grave et à qui on avait dit qu'il allait mourir. Et à la fin, il avait développé une perspective que moi je trouvais très belle et qui m'aidait, moi, formidablement, de se dire que un jour, quand il disparaîtrait, il y a quelque chose de lui qui, quoi qu'il arrive, resterait. C'est ce qu'il avait apporté, donné de sa personne à d'autres.
qui continuerait de vivre dans le cœur des gens qui l'avaient touché. Et quelque part, il s'est dit, et il m'a dit un jour, quand je serai parti, si un jour vous sentez la chaleur du soleil sur votre peau dans une matinée d'automne et une brise qui vient vous caresser, dites-vous que c'est moi qui suis venu vous saluer. Et un matin, je suis arrivé à l'hôpital et il y avait un mot sur mon bureau avec l'euphémisme américain pour dire qu'un patient est mort, où on dit Denis Untel a cessé de respirer. Et moi, je me suis demandé ce matin-là si en fait il venait pas tout juste de commencer. Voilà. Que se passe-t-il après la mort? Que reste-t-il de cette exploration que nous venons de faire autour de la plus grande question que se pose l'humanité? Et si cela restait un mystère? Tous ces témoignages ont ouvert des portes, ébranlé nos convictions ou renforcé nos théories. Certains n'y verront qu'une succession de phénomènes qui seront un jour expliqués. D'autres trouveront dans ces témoignages l'espoir d'une vie après la mort. Mais l'important n'est peut-être pas dans la réponse, mais plutôt dans la question que nous avons accepté de nous poser. Sans peur, la tête froide, les pieds sur terre et l'esprit ouvert. Des choses qui sont très surprenantes. Je suis allé aux frontières de la mort. Ne me demandez pas d'expliquer, parce que je l'explique pas. Je me sentais pas bien, comme si c'était réel. J'émets une énergie particulière. Plus on en connaît, moins on en connaît.